Bon, nous arrivons maintenant à un débat très attendu. L'entreprise politique jusqu'où? Alors, vous l'avez vu, cet été, on a eu une pause avec les Jeux Olympiques, une petite pause dans ce marasme politique, ça ne vous a pas échappé, un contexte français et européen dans les derniers mois qui a souligné de nombreuses tensions sociales, des tensions politiques, une polarisation de la société. Et on a entendu beaucoup de colère, beaucoup d'inquiétude de la part des Français. Donc dans ce climat de défiance vis-à-vis des élites, nous on s'est demandé comment réintégrer la démocratie en entreprise et quel est le rôle des entreprises et des décideurs dans la stabilisation de la situation de notre pays, dans la stabilisation de la société. Eh bien, je vais tout de suite lancer le talk, rediriger l'entreprise politique jusqu'où, et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Edwige Chevrillon, éditorialiste, présentatrice de la grande interview de BFM Business, Monsieur Patrick Martin, président du mouvement des entreprises de France. Allez-y, messieurs, dames, je vous en prie, bienvenue. Monsieur Pascal Demurger, notre président, mettez-vous là, madame, je vous en prie. Notre président et directeur général de la Maïf. Et enfin, madame Isabelle Ferreras. Bienvenue, madame, vous êtes sociologue et maître de recherche au FNRS à l'Université de Louvain et à la Harvard Business School. Madame Chevrillon, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On ne vous voit pas beaucoup, mais je sais que vous êtes nombreux. Merci d'être présents. Vous avez devant vous, à la limite, les deux personnalités les plus importantes du moment. Vous les avez déjà présentées. Vous permettez, Pascal, je commence par Patrick Martin. Patrick Martin, président du MEDEF, il vient de tenir son université d'été, même si aujourd'hui ça s'appelle les rencontres économiques des entrepreneurs. Vous avez parlé du terme du pouvoir. Là, avec Pascal Demurger, est-ce qu'il faut que je vous le présente? Je ne suis pas sûre. Président d'Impact France, président de la Maïf. Lui, il veut parler, c'est le thème sur lequel vous planchez, sur rediriger. Et puis, au milieu, vous avez une des plus brillantes sociologues, politologues, Isabelle Ferreras, qui est professeure à Harvard et donc à l'Université de Louvain, et qui fait des BD. Et qui fait justement des BD pour essayer de faire comprendre que la gouvernance, elle soit politique ou économique, il faut qu'elle évolue, il faut qu'elle change. Et c'est le thème du reste de cette table ronde. Je vais juste vous poser une question avant de rentrer dans le dur. Patrick Martin, hier, vous avez parlé avant-hier, vous avez fait une keynote, vous avez parcouru l'estrade de la REF pendant 3/4 d'heure pour nous dire il faut du pouvoir, il faut que l'entreprise prenne le pouvoir, c'est ça que vous dites? J'ai même esquissé un pas de danse et j'étais à 2 doigts de me vautrer sur l'estrade, pour tout vous dire. C'est pour ça que je suis plus calme aujourd'hui. Ouais, on a parlé du pouvoir, mais on a parlé des pouvoirs. En fait, le propos, c'était de savoir comment on peut peser sur les réalités au-delà de discourir, et puis comment et par qui ce pouvoir, ces pouvoirs doivent-ils être exercés en bonne intelligence sans qu'on soit dans la confrontation permanente, enfin voilà, de sorte que dans l'intérêt supérieur de la nation, on converge quand même vers un but le plus largement partagé, celui finalement de l'apaisement de la société, celui de la prospérité. Rediriger, ça veut dire quoi, rediriger, Pascal Demurger? Rediriger, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'abord fixer une nouvelle direction, un nouveau cap. Ici, on en est convaincu depuis longtemps, mais on souhaite évidemment que ce mouvement soit beaucoup plus large. Un nouveau cap, c'est quoi? C'est diriger les entreprises, rediriger l'économie, bien sûr dans le sens d'une plus grande efficacité, d'une plus grande performance, mais aussi dans le sens d'une plus grande cohésion sociale, d'une plus grande justice et de la transition écologique. Et puis rediriger, c'est également diriger autrement.
c'est dirigé avec peut-être plus de considération, plus d'attention à l'égard de nos salariés. Et forcément, et je pense qu'Isabelle sera d'accord avec ça, forcément, ça a un impact extrêmement important sur la vie sociale en général et sur la vie démocratique, parce que le mal-être au travail, c'est aussi du mal-être citoyen, et il s'exprime, on l'a vu, dans les urnes de manière extrême. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je vais quand même aller vous chercher pour voir. Vous avez deux visions. Je ne sais pas si elles sont opposées. En tous les cas, elles sont complémentaires, similaires. On est d'accord? Vous avez une vision un peu différente de Pascal Demurger. Je trouve l'acoustique moyenne. On n'entend rien ici sur scène. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Pouvez-vous reformuler, dis-je? Je disais que vous n'avez pas la même vision de l'entreprise, du management que Pascal Demurger. Vous n'allez pas aussi loin que lui. Non, mais enfin, il me semble, hein, Pascal, hein, que toi et moi, on partage de toute façon cette conviction qui correspond à une nécessité, hein, qu'on a quand même un impératif de performance économique, hein, sans quoi, quand on parle de génération et de distribution de pouvoir d'achat, quand on parle de pouvoir dans l'entreprise, quand on parle de décarbonation, quand on parle d'inclusion, quand on parle plus généralement de rôle sociétal de l'entreprise, c'est un exercice un peu hors sol. Après, on peut avoir des nuances qui sont importantes, hein, mais on peut avoir des nuances, comment dire les choses, dans l'ordre des facteurs. Alors, et la chaise vide, c'était au cas où il n'y a rien ministre, non, justement, puisqu'on parle de gouverner autrement, c'est peut-être ça, non? C'est Pascal Demurger, vous l'avez laissé vide exprès. On va faire sans eux, hein. Oui, oui, évidemment. Isabelle Ferreira, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, nous introduire les débats? On va parler d'intérêt commun, on va parler d'entreprise, de pouvoir, démocratie. Est-ce que vous nous introduire les débats? Comment vous voyez ce que nous sommes en train de vivre et ce qui est en train de vivre l'entreprise, la mutation de l'entreprise, parce qu'on sent bien qu'il faut diriger autrement? Merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Non, pas encore. Merci beaucoup pour cette introduction. Écoutez, je dirais, pour introduire les termes... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parce que c'est vrai que l'acoustique est un petit peu... Ici, on n'entend rien sur scène, donc peut-être qu'on vous demandera de répéter ce qu'on vient de dire. Hein. Oui. C'est très bon, ça va nous forcer un exercice d'écoute mutuelle. Alors, donc, j'aimerais commencer par un constat sociologique. C'est le fait qu'en fait, quand on regarde les études aujourd'hui sur les attentes des citoyens français en particulier, on mesure combien ils attendent de peser sur leur vie, sur les conditions de leur vie, sur les sujets qui les intéressent au premier chef. Et il y a effectivement, c'est le constat, une forme de contradiction entre ces attentes et puis la vie qu'ils mènent. La vie qu'ils mènent au plan politique, on voit un champ politique qui, je ne suis pas française, je ne qualifierai pas, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un problème de manque de vitalité démocratique. Et il y a deux manières là de faire. Vous pouvez encore plus resserrer le nombre de gens qui vont décider, ou vous prenez une voie qui est celle de la démocratisation, de plus de participation. Je pense que Thierry Baudet en a parlé dans la précédente séance. Et dans le champ économique, ce qui est très clair également, c'est qu'au travail, les personnes au travail sont gouvernées par les règles de l'entreprise et en fait ont très peu de pouvoir par rapport à ces règles. Alors, au niveau organisationnel et institutionnel, les entreprises peuvent se plaindre de toute une série de considérations certainement légitimes sur le cadre qui n'est pas clair, sur l'instabilité, etc. Mais au niveau de la vie de l'entreprise, ce qui est vécu par les salariés, par les citoyens au travail, c'est qu'il y a une attente de peser et que le système de pouvoir interne de l'entreprise n'est pas du tout à la hauteur. Or, c'est très dommageable pour l'entreprise elle-même, parce que les entreprises les plus innovantes aujourd'hui, elles savent et elles tablent sur l'intelligence de leurs salariés. Nous sommes dans une économie de service où le mieux que vous pouvez faire, évidemment, c'est d'engager toute l'intelligence de vos salariés pour poursuivre des finalités. Mais des finalités qui vont rester en dehors du périmètre
de pouvoir des salariés. Et donc ça pose une énorme contradiction interne qui, en fait, ouvre la voie de la poursuite d'un projet de démocratisation des entreprises. Vous êtes d'accord avec ça, Rémi Martin? Rémi Martin, j'étais sûre que j'allais la faire. Patrick Martin, c'est le matin, pardon. Décidément. Je suis d'accord, je me permets de nuancer. Il s'agit en aucun cas d'être dans le déni. D'abord sur l'engagement démocratique. J'observe qu'on a eu en particulier aux législatives un taux de participation extrêmement élevé. À l'égard du politique, moi, il me semble, sans être évidemment aussi affûté que vous, que le vrai sujet, c'est plutôt l'inefficacité du politique. Il y a des propositions qui sont faites, elles sont souvent peu argumentées. J'insiste sur le fait, je me suis beaucoup exprimé là-dessus ces derniers jours, que les enjeux à proprement parler économiques n'ont pas été traités, ni dans le cadre des élections européennes, ni dans le cadre des élections législatives. On n'a pas parlé d'innovation, on n'a pas parlé de formation, on n'a pas parlé de compétitivité, on n'a pas parlé de concurrence internationale. On n'a même pas parlé d'emploi. Et donc, il me semble qu'à l'égard du politique, le souci, il est plutôt celui-là. C'est pas une défiance à l'égard de la démocratie par principe ou du système électoral. C'est une énorme frustration à l'égard de l'efficacité, de l'efficience du politique dans l'exécution des politiques, dans l'entreprise à proprement parler. Là aussi, de manière peut-être un peu provocatrice, encore que nous soyons dans le même camp, si je peux utiliser cette expression, moi, je ne perds pas de vue quand même que l'entreprise reste un des derniers lieux de collectif dans notre pays. C'est très impressionnant de voir, je le dis avec beaucoup de prudence et en étant bien conscient qu'il y a des contre-exemples spectaculaires et un peu inquiétants. Enfin, on ne retrouve pas dans l'entreprise, en tout cas significativement, les mêmes fractures qu'on rencontre dans la société civile, ce qui est assez déroutant parce que nos salariés sont par définition des citoyens et des électeurs. Je veux parler de quoi? Je veux parler du communautarisme, je veux parler des débats centraux sur l'environnement, etc., etc. Ça se traduit comment de manière très objective? L'image de l'entreprise n'a jamais été aussi bonne dans notre pays. J'insiste sur un point, c'est historiquement vrai des petites entreprises, ça l'était des moyennes entreprises, ça l'est dorénavant des ETI, mais même des grandes entreprises. Premier point. Et deuxième point, j'en finis, Edwige, on a un niveau de conflictualité dans l'entreprise qui est à son plus bas historique. Alors il y a certainement de bonnes raisons, mais il peut y avoir de mauvaises raisons. Mais voilà, donc il ne faut pas non plus qu'on considère que l'entreprise est l'alpha et l'oméga des graves tensions qui traversent notre pays. Moi j'ai tendance à penser le contraire, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas progresser, qu'on ne doit pas être très volontariste dans l'amélioration de ce qu'est le fonctionnement de l'entreprise elle-même. Alors, on va rentrer dans le premier thème, on essaiera de voir si il y a des intérêts privés, des intérêts communs. Est-ce qu'il y a une convergence possible? Est-ce que l'entreprise, c'était un de vos thèmes du reste hier à la REF, est-ce que l'entreprise peut être moins suiveuse et peut-être plus créatrice? Pascal Deburger, est-ce que vous estimez que c'est même essentiel? C'est complètement vital pour l'entreprise elle-même en réalité. Il n'y aura pas de business demain dans le chaos. Et donc la responsabilité, parce que c'est l'entreprise est la principale non seulement créatrice de richesse, mais c'est elle aussi qui a l'influence la plus forte sur les questions écologiques, sur le réchauffement climatique, sur la préservation de la biodiversité. C'est elle évidemment qui a le rôle le plus important, tu le disais à l'instant Patrick, sur la cohésion sociale. Et en effet, collectivement, la cohésion sociale est plutôt forte au sein des entreprises. L'entreprise a de fait une responsabilité sur la vie sociale, sur la société en général. De ce point de vue-là, moi j'ai l'habitude de dire que l'entreprise est politique au sens où elle a un impact sur la société. Elle n'a évidemment pas vocation à être politicienne, mais elle est politique parce qu'elle a effectivement cet impact. On voit très bien que les entreprises les plus avancées, les plus modernes, les plus progressistes, celles qui ont en effet une conscience aiguë de leurs responsabilités,
aussi bien sociales, aussi bien en interne sur les sujets de partage du pouvoir, de participation, de coopération, sur les sujets managériaux, de confiance, de délégation, de responsabilisation, de marge de manœuvre donnée aux collaborateurs, et qui ont également un sentiment de responsabilité très fort sur leur impact écologique. Ce sont des entreprises dans lesquelles le corps social est infiniment plus soudé, et ce sont les entreprises in fine les plus performantes. Vous pensez à qui vous pensez? Oh bah écoutez, il y a énormément d'exemples. J'aurais la pudeur de ne pas citer la mienne, mais en tout cas, je peux témoigner que lorsque l'on parvient à aligner les attentes, les aspirations des collaborateurs, et les aspirations pas seulement pour eux-mêmes, mais les aspirations en termes de sens, en termes de mission, en termes de rôle, et de rôle qui dépassent les murs de l'entreprise, avec les intérêts et la stratégie de l'entreprise, on dégage une puissance qui est absolument extraordinaire, parce qu'il n'y a plus en effet de conflictualité, il n'y a plus de frein, il n'y a plus de ralentissement, et on va tous dans le même sens. Donc oui, c'est l'intérêt des entreprises. Mais en même temps, pardonnez-moi, mais ça fait un peu Alice au pays des merveilles, non? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose? Je ne sais pas, Isabelle Ferreira, je vois bondir sur votre siège, donc allez-y. J'aimerais faire deux liens. Donc, le premier lien entre la vie du travail dans l'entreprise et le comportement politique. Ça, c'est deux liens pour nuancer effectivement la version optimiste, disons, qu'on peut donner l'impression de partager pour le moment. C'est d'une part qu'il y a un lien donc très fort qui a été dans le cas français démontré par les études de l'économiste Thomas Coutreau, qui a montré qu'en fait, il y a une corrélation entre la manière dont les personnes sont mises au travail, le manque d'autonomie au travail et leur comportement électoral. Et ce qu'on voit, c'est que plus vous êtes dans une situation d'hétéronomie, moins vous avez à dire sur quand vous prenez une pause, quand vous pouvez aller aux toilettes, ce genre de questions qui sont vitales, eh bien, les gens vont plus voter pour l'extrême droite ou s'abstenir, parce qu'en fait, ils sont dominés au quotidien et ils ne rentrent pas dans une culture de l'engagement et donc de l'engagement citoyen. Par ailleurs, sur le plan des conséquences écologiques, la dernière grande étude qui a été menée nous montre que 83%, ça date de 2023, 83% des salariés aimeraient pouvoir prendre des initiatives au niveau de leur poste de travail et de leur équipe de travail sur les questions relatives à l'impact écologique de l'activité de l'entreprise, mais ils ne le font pas. Et quand on leur demande pourquoi ne le font-ils pas, ils disent « je n'en ai pas le pouvoir ». Donc la situation peut être très bonne dans certaines entreprises. Évidemment, il faut le voir et il faut s'en féliciter, mais c'est toujours le problème, évidemment, du bon élève de la classe. Même si vous avez 5 excellents élèves sur une classe de 20, préoccupons-nous des 15. Et là, effectivement, il y a des enjeux de conflictualité qui sont très forts et d'absence de pouvoir qui sont criants. Oui, et j'ai lu une tribune que vous avez publiée dans Le Monde et vous disiez, plus il y a cette frustration d'exercer un pouvoir, d'être consulté au sein de l'entreprise, plus en fait ça vous pousse à voter aux extrêmes. Juste avant Patrick Martin, j'avais encore une question pour Pascal Demurger. Comment fait-on pour créer cette société un peu idéale que vous nous décrivez, et vous avez raison, il faut tendre vers cet objectif. Est-ce qu'il faut des bonifications? Est-ce qu'il faut une rémunération qui soit basée là-dessus? À la REF, j'avais un débat sur l'énergie et qui disait qu'il fallait essayer d'avoir des comportements, parce que c'est des comportements individuels qui peuvent permettre cette transition climatique, il fallait peut-être les inciter au sein de l'entreprise. Comment est-ce que vous gérez? Quel outil de management faut-il? Pascal? Non, c'est pour vous, Pascal. Et après, pardon, vous répondrez à l'ensemble. Excuse-moi, Patrick. Oui. Alors, moi, je crois effectivement que c'est Alice au pays des merveilles si on ne crée pas, tout simplement, un cadre incitatif. Si on compte simplement sur
le sentiment individuel de chacun, de sa responsabilité sur sa motivation personnelle, ça risque de prendre énormément de temps. Donc oui, le sujet, c'est un sujet de comment crée-t-on un cadre qui soit incitatif. Incitatif au sein de l'entreprise, vous parliez des rémunérations. Moi, je suis évidemment extrêmement favorable à ce que les rémunérations, notamment des dirigeants ou des cadres d'entreprise, soient relativement, assez largement indexées sur des résultats extra-financiers. Par exemple, sur le niveau d'émissions de CO2, sur sa réduction, sur sa trajectoire de réduction, etc. Et puis, au-delà, il faut des incitations pour l'entreprise elle-même. Si on laisse faire simplement, et je pense que c'est peut-être d'ailleurs un des points de divergence entre Patrick et moi sur les modalités et le niveau qu'il faut mettre, le niveau d'incitation qu'il faut mettre. Si on laisse faire simplement la loi du marché, j'allais dire, et le bon vouloir des dirigeants, on se retrouve dans une situation, on a un cas qui est alors emblématique, dont on ne parle pas énormément, qui est le cas de Boeing. Boeing, c'est extrêmement intéressant. Boeing, c'est extrêmement intéressant. Il y a eu une enquête du Sénat américain sur Boeing. Et c'est le Sénat américain qui parle, ce n'est pas moi. Et qui dit la course effrénée à la rentabilité, avec une multiplication en 6 ans par 6 des dividendes qui ont été distribués par Boeing, s'est faite au détriment de la sécurité. Et on voit aujourd'hui la situation dans laquelle Boeing se trouve. Donc oui, il faut des mécanismes incitatifs et des mécanismes protecteurs. Les mécanismes incitatifs, c'est par exemple le sujet de la conditionnalité des aides publiques. C'est par exemple le sujet de la modulation de la fiscalité en fonction, en effet, du comportement des entreprises. Et on commence à avoir les outils, notamment avec CSRD, pour mesurer la réalité de ce comportement. Et puis la protection, c'est se dire, au fond, ces sujets dont on parle, et notamment les sujets écologiques, sont évidemment des sujets globaux. Si le problème est global, la solution, à un moment donné, doit être globale également. Est-ce qu'il n'est pas complètement légitime de se protéger aux frontières de l'Europe pour pénaliser des produits qui n'ont pas les mêmes exigences, qui ont été fabriqués avec des exigences à la fois sociales et écologiques inférieures aux normes européennes. Oui. C'est à la fois le sujet de la protection, parce que oui, nous sommes soumis à une concurrence internationale et je suis le premier à l'être, évidemment, et un sujet d'incitation en interne. Sur le dernier point, il faudrait qu'on aille jusqu'au bout, parce que c'est très intéressant et en plus c'est au cœur de l'actualité. Je ne suis pas sûre que ça soit complètement l'objet du débat et puis surtout qu'on ait le temps, mais vous avez raison, c'est vraiment ce qu'il faudrait aller loin. Sur la conditionnalité des aides aux entreprises, comment est-ce que vous réagissez, Patrick Martin, d'abord sur la question elle-même, intérêt privé, intérêt commun, où sont les convergences, sur comment aboutir peut-être à ces convergences et la conditionnalité des aides? Alors, il y a beaucoup de sujets qui ont été soulevés. Je vais répondre sur la conditionnalité des aides. J'apporte quand même 2-3 commentaires. Sur les votes à proprement parler, si je ne me trompe pas, il y a également l'expression d'une inquiétude, parfois d'une angoisse au regard des grandes mutations auxquelles on se doit dans la perspective de la décarbonation. Et des grandes inquiétudes, des grandes angoisses face au risque qui s'est malheureusement beaucoup concrétisé dans le passé, mais qui menace de nouveau de désindustrialisation. C'est géographiquement et en termes d'options politiques très caractérisé. Moi, pardon d'apporter ce commentaire, je suis chef d'entreprise avant toute chose, sinon je n'aurais aucune légitimité, pour autant que j'en ai une, à la présidence du MEDEF. Il se trouve que moi, dans mon portefeuille d'activité, dans celui de mon entreprise, on a une activité historique très rentable dans les industries pétrolières et gazières. Je ne crois pas que mes collaborateurs de très haut niveau, parce qu'on est vraiment dans la tech, qui travaillent dans cette activité, ne soient pas conscients du péril climatique. En revanche, quand on leur explique qu'on va devoir tirer un trait, et c'est ce que je vais faire sur cette activité, et qu'on a les plus grandes difficultés à les reconvertir, parce qu'à nouveau, ils sont sur des spécialités extrêmement pointues, et convaincus que ce qu'ils font est bien, et qu'on aura donc les plus grandes difficultés à les reconvertir dans d'autres activités,
là, on touche un problème qui est très concret, pardon, hein, j'allais dire dans la vraie vie. Vous êtes tous, on est tous dans la vraie vie. Hein, je veux pas être péjoratif en disant ça. Donc, c'est un art d'exécution et je pense qu'on a un vrai enjeu d'adhésion, en définitive, hein, des électeurs, de nos salariés. Ensuite, sur le management à proprement parler. Alors, il se trouve que ce sont des adhérents du MEDEF. Je pense que pour bon nombre d'entre eux, ils sont adhérents chez toi aussi. On a tous été victimes, en tout cas beaucoup d'entre nous, d'une espèce de pensée unique qui a été propagée par les consultants, avec des organisations très matricielles, des process très écrits, très formatés, et à la fin des fins, un management qui est très déresponsabilisé et très déresponsabilisant. Moi, je suis choqué, je le dis y compris à des chefs d'entreprise adhérents du MEDEF, que, y compris quand il y a des décisions sociales difficiles à prendre, ils se défaussent en quelque sorte sur les DRH. Rien contre les DRH dans mon propos, mais je crois que les DRH sont assez d'accord avec moi. À un moment donné, il faut que le pouvoir s'exerce et que la responsabilité soit assumée. Donc moi, je pense qu'il y a une impérieuse nécessité, une urgence, à ce que d'abord on assouplisse les modes de fonctionnement, les organisations, et puis surtout à ce qu'on réintroduise de la considération et du respect. Alors ça peut pas paraître très naïf, très fumeux, mais c'est ma conviction. Bon, après sur la conditionnalité, moi je pense qu'on crève dans notre pays et en Europe. N'oublions pas qu'il y a 70 à 80% des réglementations qui impactent nos entreprises qui sont d'origine européenne. Je rappelle qu'il y a 850 nouvelles normes sous différentes formes qui ont été édictées impactant les entreprises par l'Union européenne au cours de la dernière mandature. Et donc moi je suis un libéral, je l'assume, je le revendique. Pourquoi? C'est pas une posture, c'est pas une idéologie, c'est pas un dogme, mais parce que je pense que c'est la meilleure manière pour qu'on s'ajuste sous la pression des parties prenantes ou parce que soi-même on est sincèrement convaincu et qu'on atteigne des objectifs sans être nécessairement enfermé dans des réglementations, dans des impératifs qui, à la fin des fins, stérilisent en définitive la spontanéité, la sincérité et l'efficacité de nos décisions. Voilà. Et donc des conditionnalités, on en a tout autour du ventre. Elles sont intrinsèques, les conditionnalités. Intrinsèques. Quand il y a des aides à la recherche par le crédit d'impôt recherche, enfin ceux qui pratiquent ça le savent aussi bien que moi, c'est contrôlé dans tous les sens. Quand il y a des aides à l'apprentissage, par définition, il faut qu'on ait en face le recrutement des apprentis. Et moi, je ne me raconte pas d'histoire, c'est un débat parlementaire, politique, qui, sous paravent de meilleure efficacité, est en réalité un débat purement budgétaire, c'est-à-dire comment retirer un certain nombre d'aides, et je finis par là, parce qu'il faut qu'on ait tout ça en tête. On dit les entreprises sont aidées, il faut conditionner les aides. Enfin, à la fin des fins, on sait compter. Bon, si on ne sait pas compter en tant que chef d'entreprise, c'est un peu gênant. À la fin des fins, ces aides ne corrigent que très partiellement le fait qu'on est au monde, nos entreprises sont au monde les plus taxées, sous forme d'impôts, sous forme de charges sociales. Donc je pense qu'il faut remettre les choses en cohérence, et moi je fais confiance aux femmes et aux hommes, y compris aux chefs d'entreprise, pour être vertueux. Merci beaucoup, Patrick Martin. Un petit mot, Isabelle, juste puisque vous êtes professeur à la Harvard Business School, est-ce que c'est un sujet, là, ce dont nous débattons, est-ce que c'est un sujet aux États-Unis et dans la prestigieuse université de Harvard? Oui, pardon, je reprends le micro, pardon. Donc, je dois corriger que c'est pas Harvard Business School, c'est à la Law School. Ah, c'est la Law School, oui, mais enfin c'est... Mais c'est de l'autre côté de la rivière. Bon. Mais effectivement, la question de la gouvernance d'entreprise, parce que c'est à ça qu'on va arriver évidemment, et c'est un sujet qui s'est réouvert, je pense, plus vite maintenant aux États-Unis qu'en France. Alors évidemment, j'aurais quelques points que j'aimerais... Rapidement, parce qu'il faut qu'on avance, il nous reste encore des thèmes à aborder. Merci. Mais donc, pour réagir, je pense qu'il est important de comprendre que si on était dans un monde, le monde des bisounours idéal dans lequel les différentes parties prenantes, comme on les appelle, pouvaient toutes peser les unes et les autres sur les finalités de l'entreprise, la manière dont elle est organisée et son résultat, alors peut-être qu'une forme de vue très théorique, qu'on va laisser le champ économique se développer sans un cadre de pouvoir public, serait réaliste, je dirais, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un monde, et donc ça, je pense que c'est vraiment fondamental
que ce soit sur la table. Nous sommes dans un monde où les entreprises sont gouvernées par ceux qui apportent du capital. Et là, il y a un biais considérable qui est introduit dans le système parce que ceux qui investissent leurs personnes, ceux qui investissent en travail, ne sont pas représentés dans le gouvernement. Alors justement, ça fait le lien avec le deuxième thème qu'on va aborder autour de la réconciliation et de la considération au sein de l'entreprise. Vous en avez déjà parlé tous les trois. Je commence par vous, peut-être Pascal Demurger. Comment est-ce que l'entreprise peut devenir justement un lieu de considération, de meilleure considération, un lieu de réconciliation où finalement on soit content de travailler? Et c'est une manière aussi de revaloriser peut-être la valeur travail. Je vais répondre à votre question, Edwige. Je voudrais juste faire un tout petit détour pour répondre à Patrick sur 2 points. D'abord sur la question de la norme, sur la question de la réglementation. Nous ne sommes pas chez Impact France des fanatiques, des ayatollahs de la norme et de la réglementation. Nous sommes extrêmement favorables au sujet de l'incitation. Moi, je crois beaucoup, les entreprises sont évidemment, et c'est dans l'ordre normal des choses, mues par leur intérêt. Et donc je crois en effet que des systèmes d'incitation, et quand on parle de conditionnalité des aides, on parle bien de systèmes d'incitation, quand on parle de modulation de la fiscalité, on parle bien d'incitation, et non pas de contraintes supplémentaires. Je crois que l'incitation est un bon mode de régulation de l'économie de marché. Et quand on parle de vous n'êtes pas d'accord, visiblement. Vous n'êtes pas d'accord. Je suis entièrement d'accord, à part, Pascal, tu le sais. À part l'incitation. Non, mais tu le sais autant et mieux que moi, à part qu'on est sous contrainte budgétaire. Quand on parle des incitations, ce sont notamment des incitations financières. J'évoquais le crédit d'impôt recherche, les aides à l'apprentissage. Et que ce débat, on ne peut pas le décorréler de la situation des finances publiques. Donc s'il y a des incitations pour les uns, il y aura de toute façon des pénalisations pour les autres. Mais bien sûr, et quand on parle de modulation de la fiscalité, par exemple, prenons un exemple extrêmement concret. Impact France a proposé de moduler le taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés, le taux de l'IS, autour du pivot actuel 25%, sans création de pression fiscale supplémentaire, à budget constant, moduler le taux autour de 25%, en distinguant la part des bénéfices qui est réinvestie, qui est conservée dans l'entreprise et qui serait imposée seulement à 20%, la part des bénéfices qui est distribuée sous forme de dividendes ou de rachat d'actions aux actionnaires à un taux de 30%. On est à ISO fiscalité, à ISO taux de prélèvement. En macro. Mais il y a bien des gagnants. Macro, bien sûr. Mais quand on voit la déformation du partage de la valeur depuis ne serait-ce que 10 ans, il y a quand même une régulation qui doit être nécessaire. Sur la question... Juste sur ce point-là, il bondit sur sa chaise, là, Patrick Martin. Il n'est pas du tout d'accord avec vous. Non, je vais parler sous votre contrôle, sous votre arbitrage vigilant. On a signé un accord sur le partage de la valeur avec toutes les organisations syndicales. Sur quoi s'est fondé cet accord? Sur un diagnostic partagé avec la CGT, la CFDT. Enfin, ce n'est pas des ennemis de classe, mais enfin, ils ne sont pas affiliés au MEDEF. Ce diagnostic a établi qu'en France, le partage de la valeur est un des plus équitables au monde, après le Danemark, et que ce partage de la valeur, je raisonne en macro, après il y a des cas d'entreprise qui sont opposables, si tu me permets l'expression, ce partage de la valeur ne s'est absolument pas déformé au cours des dernières années, ni même des dernières décennies en France, au bénéfice des actionnaires. Moi, je trouve très bien qu'on se convainque qu'il y a une forme de spoliation des salariés, mais enfin, les chiffres prouvent le contraire. Les chiffres sont têtus. Tu vois, tu as des adeptes même ici. C'est formidable. Ça, c'est la démocratie. Les chiffres sont têtus. Pardon, je suis très grossier. Et on a abouti, il n'en demeure pas moins qu'on a abouti à cet accord. J'espère que vous le connaissez. L'État a mis quasiment 1 an avant de prendre les décrets d'application. C'est quand même formidable. Eh bien, cet accord ouvre de nouvelles possibilités pour qu'à toutes les tailles d'entreprise, on offre d'autres outils de partage de la valeur, dont, je finis, c'est juré,
ce qu'on appelle en anglais des phantom shares, c'est-à-dire l'accès au capital pour les salariés, sans que, et c'est très sensible dans nos entreprises patrimoniales, sans que nécessairement ils aient de droits juridiques dans l'entreprise. Donc association dans la durée à la performance, ce truc est génial, je vous invite à vous en saisir. Et alors très honnêtement, moi je suis extrêmement favorable à cet accord et extrêmement favorable à ces orientations. Juste, puisque tu le dis, les chiffres sont têtus, augmentation dans la dernière décennie des dividendes distribués aux actionnaires 70%, augmentation des salaires 20%. J'ai aussi quelques adeptes. Ah, écoute, il faut que la CGT vienne prendre ces chiffres chez toi, alors. Je crois qu'on aura du mal à les mettre d'accord, mais en tous les cas, le débat est intéressant. Il nous reste 6 minutes, 7 minutes, donc alors, un mot rapide, et je voudrais quand même qu'on parle de l'entreprise politique, dont son rôle dans la démocratie, c'est quand même un point très important, surtout dans le contexte actuel. Alors je vais essayer. Donc, je ne serai certainement pas l'arbitre des chiffres de la France. Je ne suis pas une spécialiste. Moi non plus. Hein. Mais ce qui est clair, c'est que l'enjeu n'est pas qu'un enjeu quantitatif. L'enjeu n'est pas que financier. L'enjeu est d'adresser en fait la question des inégalités de pouvoir pour gouverner le présent et le futur. Et cela est d'autant plus conséquent que nous nous trouvons effectivement dans une situation où nous devons absolument prendre soin de la planète. Puisqu'il y a 9 limites planétaires, comme vous le savez, et sur 6 de ces 9 limites, nous sommes dans la zone où mes collègues scientifiques nous disent nous avons dépassé la zone de stabilité, où nous avons la certitude que le système va continuer à fonctionner comme il fonctionne. Nous sommes aujourd'hui effectivement en situation d'urgence climatique. Ce qui veut dire que nous devons rediriger effectivement nos priorités. Et pour rediriger, il faut aujourd'hui, je pense, considérer que nous ne pouvons plus nous satisfaire d'une gouvernance d'entreprise qui ne valorise qu'un retour sur investissement pour l'actionnaire et qui donne du pouvoir uniquement à l'actionnaire, mais qui doit reconnaître qu'il y a un investissement colossal qui est fait par ses salariés, les travailleurs de l'entreprise, qui eux aussi ont des attentes légitimes, des attentes de peser sur ce système de gouvernement, mais aussi des attentes sur les finalités de l'entreprise. Il y a quand même une évolution, il faut le reconnaître. Enfin, je veux dire, on a depuis 10 ans, on a beaucoup évolué là-dessus, sur le rôle des femmes, là, le rôle des femmes au sein de l'entreprise. Il y a des incitations pour ça dans le management, évidemment sur l'urgence climatique. Il y a quand même, on progresse, quoi. C'est pas uniquement tourné vers le capitalisme pur et dur. Mais rien que ce matin, on le rappelait, seuls 15% des entreprises françaises ont un plan sérieux pour rentrer dans les préconisations du GIEC du point de vue de la réduction des émissions de CO2 nécessaires. 15%. C'est insuffisant. Et donc là, il y a vraiment une question de fond qui est posée à nous. Je termine juste en la posant. C'est que nous n'y arriverons pas si nous laissons nos entreprises aux mains d'une rationalité qui vise le retour sur investissement pour elle-même. Il faut pluraliser les objectifs. Si vous voulez, il faut qu'on parle un petit peu de l'entreprise dans la démocratie, mais vous voulez répondre, Patrick Martin, vous voulez ajouter quelque chose? Après, Pascal Demurger, je me tourne vers vous. Non, je suis d'accord, ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite, mais ça n'enlève rien à cette nuance d'appréciation que l'on a sur les voies et moyens, sur les modalités. À la fin, moi, je crois au primat de la démocratie politique. Hein. Et donc, toi-même, je crois que tu as ce matin évoqué les Gilets jaunes sur une excellente station. Hein. Il faut qu'on soit très attentif quand même à ne pas s'ériger en directeur de conscience et à ne pas signifier à nos salariés, à nos concitoyens que ce sont des ânes battés qui sont ennemis de leurs intérêts. À nouveau, moi je ne connais plus grand monde en tout cas qui soit climato-sceptique. Et donc la vraie difficulté, elle est de ne pas signifier, y compris aux chefs d'entreprise, qu'on veut les faire avancer à la schlag.
il y a quand même beaucoup de chefs d'entreprise qui ne déméritent pas, qui ont des pratiques sociales souvent exemplaires, qui sont parfaitement conscients de leurs enjeux sociétaux. Enfin, hier soir... Et il y en a beaucoup ici. Ben bien sûr. Hier soir, au MEDEF, on a signé un pacte d'engagement avec 50 patrons, des petits, des grands, des services, de l'industrie, du bâtiment, des Parisiens, des territoriaux, des ultramarins, j'en passe et des meilleurs, un pacte d'engagement sur l'inclusion. Moi, je vois cette marée montante dans nos rangs, hein, je ne dis pas spécifiquement au MEDEF, chez les chefs d'entreprise d'une manière générale. Cette marée montante, cette prise de conscience dorénavant quasi générale, mais qui doit se traduire dans les faits, dans les résultats, autour de l'environnement, autour de nos responsabilités sociales, etc. etc. Après, la vraie difficulté, moi j'en parle beaucoup avec les organisations syndicales, c'est de réconcilier ces impératifs et donc ces objectifs environnementaux et sociétaux avec la croissance, parce que je pense que la décroissance, c'est très séduisant intellectuellement. Moi, je suis soumis à rude épreuve par mes propres enfants à ce sujet, mais je ne vois pas comment on peut s'en sortir par la décroissance, parce que j'en finis là-dessus. Enfin, c'est chiffré, c'est documenté. On sait que nos entreprises vont devoir investir 40 milliards d'euros par an pour tenir la trajectoire de décarbonation et de neutralité carbone. Moi, je le fais dans ma propre entreprise, et je ne le fais pas parce qu'on me met un pistolet sur la tempe. Je le fais parce qu'il y a une demande sociale dans l'entreprise, et je le fais surtout parce que je pense qu'on ne peut pas ne pas le faire. Pascal Demurger. Pascal Demurger, ça sera le mot de la fin du reste. C'est quel peut être le rôle dans ce climat politique quand même un peu ubuesque, quel peut être le rôle d'une entreprise, de l'entreprise? Je vous pose la question surtout que voilà, votre nom circule comme une liste assez longue. Il faut, pour être ministre, voire d'un Premier ministre. Plus sérieusement, comment est-ce que vous voyez le rôle de l'entreprise aujourd'hui dans cette démocratie chahutée? D'abord, un tout petit mot sur la question de l'urgence. Ils vont pas. Ouais, non, mais quand même, c'est important. Parce que je pense que c'est peut-être une toute petite divergence dans notre appréciation de la situation, c'est la question de l'urgence, et notamment face au dérèglement climatique. Moi, je suis assureur. Oui. Je mesure, depuis 15 ans que je dirige la Maïf, je mesure la progression, année après année, de l'augmentation du coût des conséquences du dérèglement climatique. Et c'est vertigineux. Un de mes confrères, Henri Decastre, à l'époque patron d'AXA, disait au moment de la COP21, un monde à 4 degrés est un monde inassurable. Quand on dit un monde inassurable, on mesure l'ampleur des conséquences de ce qui va se passer avec une augmentation des températures de 4 degrés. Or, nous sommes sur une trajectoire qui nous emmène vers ça. Donc oui, il y a une extrême urgence. Sur la question de la démocratie et du rôle de l'entreprise. Dans la démocratie, il y a un premier sujet que l'on a abordé au début de cette table ronde, qui est « créons au sein de nos entreprises les conditions de la cohésion, les conditions de l'adhésion, les conditions de la participation, et nous formerons, ce faisant, des citoyens qui seront beaucoup plus participatifs et nous contribuerons à la cohésion sociale. Moi, je crois qu'il n'y a pas de cohésion sans considération. Et puis, l'entreprise, et là on se rejoindra inévitablement avec Patrick, l'entreprise, c'est quand même le lieu dans lequel on sait tout simplement faire des compromis, faire des concessions, négocier avec des parties prenantes avec lesquelles on n'est pas nécessairement d'accord, avec lesquelles on n'a pas la même vision, mais on arrive toujours, parce qu'on a le sens des responsabilités, à trouver des accords et à trouver des compromis. C'est peut-être aussi, vous verrez à quoi je fais allusion, un exemple qui pourrait servir dans la situation politique d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci Patrick Martin, merci Isabelle Ferreira, merci Pascal Demurger.